Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. J'espère que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir accueillir M. Nodi Turinabo qui va nous parler de sa passion pour le piano et comment y devenir un professionnel. Bonjour Nodi, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, merci. Fait que parle-nous, comment on fait pour devenir un pianiste professionnel? Ah, c'est trop simple. C'est comme dans toutes les industries ou bien dans chaque domaine, il y a des préalables ou bien des choses de base qui sont déjà bien placées pour nous permettre à bien débuter nos premiers pas, je pense. Mais avant tout, nous devons d'abord bien gérer notre temps, la gestion de notre temps et enlever tout ce qui pourrait nous amener la distraction. Après là, nous pouvons encheminer. OK, fait que si tu parlais à un nouveau, où est-ce que tu leur dirais de commencer? Oh, pour les novices, comme je dis, il y a des choses déjà bien placées pour nous aider. Mais pour les novices, je pense que pour la meilleure place à commencer, ça serait de prendre le cours de solfège. Ou pourquoi le cours de solfège? C'est là que nous apprenons toute terminologie, tous les mots et comment se placer devant le piano, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Que devrions-nous pratiquer? Que devrions-nous pratiquer en tant que nouveau? Je pense, comme je dis, le cours de solfège, au début, vous allez apprendre aussi à faire des gammes, disons des gammes diatoniques, comme des gammes majeures, les gammes mineures, tous vos notes. C'est au moins, si vous voulez, c'est là que vous allez apprendre à créer des relations entre vos doigts et vos touches. Même si vous ne regardez pas, c'est là, vous allez déjà créer des relations entre vos touches et vos doigts. Vraiment, je dirais des gammes pour bien commencer et pour se familiariser. Mm-hmm. OK. Ouais, fait que dis-nous, comment on fait pour se placer devant notre piano? Ah, se placer devant le piano, je pense, il y a d'abord votre posture pour inviter un peu de courbature ou bien des pentes au niveau de votre corps ou bien des choses. So, vous devrez toujours garder votre dos tout droit et au moins vos pieds de manière à 90 degrés. Et lorsque vous placez vos bras sur le piano, rassurez-vous, avoir au moins ce genre de forme, comme si vous tenez des ballons de tennis et tout cela. OK. Quelle chanson jouer? Quelle chanson jouer? Pour un novice, je pense que c'est mieux. Parce que n'oublions pas, même si c'est l'apprentissage, nous devons s'amuser. Le but, c'est de s'amuser. Alors, vous devrez sélectionner au moins une ou deux chansons que vous aimez plus. Et cela va vraiment vous booster, vous pousser à aller vraiment très en avant et bien s'amuser. Surtout, vous ne voulez pas commencer à apprendre quelque chose avec des choses que vous allez avoir de la difficulté. So, au moins des choses qui vont vous permettre de s'amuser. Toi, à quel âge est-ce que tu as commencé à jouer, toi? D'après ce que je sais, ça fait plus de 20 ans que je joue. Mais peut-être à bas âge, ou peut-être dans mes 8 ou 12 ans. Donc, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Ben, j'aimerais beaucoup te remercier, Nodi. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Durant la prochaine rencontre, nous avons le plaisir de rencontrer M. Videlaine-Pierre qui va nous parler de sa passion pour le sport. Restez branchés. Tequila sera de retour après une petite pause. Merci et bonne journée.
Bonsoir et bienvenue à Tequila, l'émission où on rencontre toutes sortes de personnalités éclatées qui viennent nous parler un peu plus de leur vie personnelle. Ce soir, on est chanceux parce qu'on reçoit ici même en studio Alexandre Morin qui vient nous parler de sa passion pour le sport. Bonsoir Alexandre, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous aimez tant le sport? Je dirais plus que j'adore le sport, car c'est grâce à ces petits moments de distraction que ça me permet de passer à autre chose, donc dans le fond de décompresser. Puis si on prend par exemple que je suis en ce moment étudiant à la Cité collégiale en production télévisuelle et que je suis étudiant à temps partiel au McDo, et employé à temps partiel au McDo, ben ces deux choses-là me prennent beaucoup de mon temps, puis j'ai pas vraiment le temps de décompresser. Donc quand je fais du sport, ça me permet de penser à autre chose. Je comprends. Vous avez mentionné aller à la Cité en production télévisuelle. Est-ce que je peux demander pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé dans un programme en sport? Bien, c'est une très bonne question, mais effectivement, j'ai choisi d'aller en production télévisuelle à la place de faire du sport, car depuis que je suis jeune, que j'ai une passion pour la vidéo, faire du montage. Car quand on était petit, moi et mes amis, on faisait des petits projets. Je vous dis tout de suite, c'était vraiment pas bon, c'était vraiment nul à chier. Mais ça s'est pas mal destiné au secondaire, je dirais, assez surprenamment en anglais, parce que j'étais vraiment pas bon en anglais. Et le projet qu'on avait fait, c'était, on devait créer un camp de jour. Puis nous autres, on a choisi un camp de jour de ski et de snowboard, donc encore du sport. Puis par chance, mon ami connaissait très bien le propriétaire du centre de ski Mont-Tremblant. Et je me rappelle plus pourquoi on avait un congé un jeudi après-midi. Puis on avait le centre de ski à nous tout seuls. Donc les filmeurs pouvaient aller sur le centre de ski sans ski, faire des beaux plans. Donc ouais, c'est pas mal là que ça s'est créé Ah, c'est cool, mais c'est quoi les sports que vous pratiquez en ce moment? En ce moment, en été, je fais du soccer et en hiver, je fais du hockey. Mais je fais pas du hockey dans une vraie ligue, c'est plus pour le fun, puisque mes parents voulaient pas vraiment me payer le hockey parce que c'était cher, tout l'équipement et tout ça. Est-ce que vous regardez aussi du sport de temps en temps? Oui, je regarde le hockey. Je regarde pas vraiment le soccer, je le regarde un peu, mais je regarde le hockey. Je suis fan du Canadien de Montréal depuis que je suis jeune. Donc, ouais, c'est pas mal le hockey que je regarde. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas vraiment joué dans une ligue de sport de hockey, mais est-ce que vous avez d'autres ligues que vous avez jouées? Oui, je joue dans une ligue au soccer l'été, comme je vous ai dit, mais dans la ligue de Gatineau. On a vraiment une équipe imbattable depuis 2 ans. C'est vraiment quand je dis imbattable, c'est qu'on n'a pas perdu 2 matchs en 2 ans. Puis je crois que l'année passée, on a battu un record en faisant une saison dans 14 matchs avec 101 buts. Donc, puis la seule match qu'on a perdu, c'était malheureusement en finale, en tir de pénalité. C'est pas cher. Ouais. Mais durant la pandémie, qu'est-ce que vous avez fait pour Ce combler ce que j'ai fait pendant la pandémie, c'est sûr, pendant l'été, on n'a plus joué au soccer. Mais genre, pendant le confinement, ce que j'ai fait, c'est que je faisais de la musculation chez nous. J'essayais au début, je faisais de la course, mais ça n'a pas duré, parce que je sais pas, j'aime pas ça juste courir pour le fun. J'essaie de rester actif, dans le fond. Je comprends. Et si vous deviez jouer dans une ligue professionnelle, ce serait laquelle? Je te dirais ouais, la NHL pour les Alors, Canadiens. je m'excuse, Ouais, c'est je vais correct. vous couper parce qu'on me souffle à l'oreille que c'est tout le temps qu'on a pour vous. C'est bon? Mais à la maison, restez des nôtres parce que juste après la pause, on va rencontrer Audrey-Anne Chevrier qui va nous parler de sa compétition de gymnastique à Walt Disney. Merci tout le monde, à la prochaine.
Bonjour et merci d'être là si nombreux à nous suivre. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre. Émission Raconte Tequila. Une journée très spéciale car nous recevons pour vous M. Vitlin, un spécialiste en sport, qui va nous parler de sa passion. Bonjour M. Vitlin. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors, vous venez nous voir aujourd'hui pour nous parler de votre passion pour le sport. Est-ce que c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça, parce que depuis un très jeune âge, j'ai toujours eu cette passion de faire du sport. Et que ici, je viens aujourd'hui pour vous parler de ça. Est-ce que savez-vous au moins dans quelle période de votre âge que vous avez découvert cette passion? Je dirais que j'étais à peu près peut-être 5 ou 6 ans. Puis ma mère me disait toujours d'aller faire du sport. Puis quand j'allais, j'aimais ça. Puis c'est là que ça a commencé. As-tu déjà été dans une équipe quelconque ici ou dans votre pays natal? Dans mon pays natal, non. Mais quand je suis au Canada, j'étais dans une équipe avec mon école de soccer. Puis j'étais dans cette équipe pour à peu près 2 ans, je crois. Et qu'est-ce que vous aimez dans le sport? Bon, dans le sport, quand je fais du sport, j'ai ce genre d'adrénaline qui est en train de couler dans mes veines. Ça me donne de la force. J'ai rien d'autre dans mon cerveau qui est en train de passer, que je suis en train de penser. Je suis en train de penser à rien. Je vais juste penser à ce que je suis en train de faire, qui est le sport, et que je dois aller jusqu'au but. Ça m'aide bien. Alors aujourd'hui, si on vous donnait l'opportunité, disons, d'être dans une équipe, c'est quel sport que vous aimeriez faire? Je dirais le football américain, parce que j'aime tout le contact physique, le fait de courir avec le ballon sans vraiment te faire attraper. Si tu es bon, c'est un très bon sport à pratiquer. Mais est-ce que vous-même, vous l'avez déjà pratiqué bien avant? Oui, j'ai fait le contact, j'ai fait le flag, puis j'ai fait le touch. Football. Et c'est qui votre joueur préféré pour ce sport, pour football américain? Je n'ai pas vraiment de sport préféré, mais je ne regarde pas toujours les sports, mais je n'ai pas vraiment de joueur préféré. Et est-ce que aimeriez-vous faire du sport ou continuer avec du sport dans l'avenir? Bien sûr, parce que je crois que le sport de tous les jours, c'est quelque chose qui est très important à faire. Et que tout le monde, tôt ou tard, tu auras besoin du sport dans ta vie. Et que c'est même prouvé scientifiquement que le sport, ça aide pour la santé. Ça aide aussi des fois, et je crois qu'ils disent aussi, ça aide aussi à rajeunir, des trucs comme ça. Alors, c'est sûr et certain que je vais continuer à faire du sport jusqu'à ce que je meure. Et à quelle échelle aimeriez-vous, par exemple, votre future famille puisse pratiquer du sport? Si toute ma famille pourrait faire du sport, ce serait encore mieux. Mais je ne veux pas les forcer parce que chaque personne a le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais j'aimerais ça que ma famille, mes enfants, tout, qu'ils fassent du sport dans leur propre temps. Parce que c'est bien pour la santé et tout. Mais merci, M. Vitlin. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre temps alloué. Et quant à vous qui nous suivez, restez branchés car aux prochaines émissions, nous recevons M. Amir qui va nous parler du sommeil. Merci. Moi, j'étais pas trop beaucoup ajouté des
messieurs. Bienvenue à notre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Audrey-Anne Chevrier. Elle va nous partager son expérience à Walt Disney et pour une compétition de gymnastique. Bonjour. Allô? Parlez-nous d'abord de vos deux principales passions dans votre vie. Ouais, dans le fond, j'ai deux passions. Une, c'est la gymnastique que je fais depuis que je suis toute jeune. Puis le deuxième, c'est j'aime beaucoup voyager. Mon but, c'est de faire le tour du monde, là. C'est à peu près ça. OK. Parlez-nous un peu de votre passion pour la gymnastique. C'est ça. J'en fais depuis que j'ai 1 an et demi. Puis j'ai jamais arrêté. J'ai commencé la compétition vers l'âge de 8 ans. J'ai aussi été en sport-études gymnastique durant ma 5e année à secondaire 5. Puis j'aime ça aussi m'entraîner pour atteindre des nouveaux objectifs. J'aime ça être dans les airs, bouger, tourner, puis me dépasser, me surpasser, puis toujours apprendre des nouvelles choses. OK. Parlez-nous un peu de votre passion pour les voyages et quelques voyages que vous avez faits. Oui, mais dans le fond, j'aime ça découvrir des nouveaux paysages, la nature, la mer, me baigner dans la mer, c'est toujours le fun. J'ai déjà été en Italie, Californie, à Walt Disney pour ma compétition gymnastique, à New York, puis plein d'autres endroits, Cuba, Mexique. Ouais. Donc, vous avez déjà voyagé pour la gymnastique? Oui, dans le fond, j'ai fait 2 compétitions de gymnastique à Walt Disney durant ma carrière de gym, une en secondaire 2, puis l'autre en janvier cette année. Dans le fond, c'est qu'on est allé à Walt Disney pour visiter les parcs, mais aussi pour faire une compé, juste pour le plaisir. Ça ne comptait pas dans notre pointage de l'année, mais c'était juste pour le plaisir. OK. Parlez-nous de votre expérience lors de votre dernière compétition à Walt Disney. Dans le fond, on est arrivé en soirée. On a défait nos valises. On a juste un peu niaisé dans la chambre parce que le lendemain, c'était ma compé le matin. Donc, on s'est endormi tôt pour être en pleine forme pour notre compé. On avait 3 jours de compétition, mais on compétitionnait juste une journée sur les 3. Fait que dans le fond, moi, je compétitionnais le vendredi. Puis ensuite, les 2 autres journées, j'allais voir mes amis qui faisaient leur compétition. Ensuite, il nous restait 3 jours pour visiter les parcs. Donc, on a visité les 4 parcs en 3 jours. On a fait beaucoup de manèges. On avait aussi les fast-pass pour faire des manèges. On arrivait tôt dans les parcs le matin, puis on repartait tard le soir pour vraiment comme en profiter pleinement, puis comme tout découvrir les parcs. Puis aussi, on a fait 4 parcs en 3 jours. Fait qu'on se déplaçait souvent, puis on n'avait pas vraiment le temps d'arrêter de manger ou des affaires de même. On faisait juste profiter de la journée, puis on revenait le soir, on soupait, puis on se couchait, puis on recommençait le lendemain. Puis il y a même un moment donné qu'on est venu, on s'est levé à 5 heures du matin pour s'inscrire pour un nouveau manège qu'il y avait. Il fallait se lever à 5 heures puis être sur le site pour 6 heures le matin pour avoir de la place. Puis finalement, on a eu la place pour le faire, puis on a juste pu faire le manège à 3 heures de l'après-midi. Fait que c'était vraiment des grosses journées, mais c'était vraiment le fun, là. Donc, est-ce que vous avez un voyage que vous avez vraiment adoré comme le... C'est sûr que ceux à Disney, je les ai vraiment aimés parce que ça combinait mes 2 passions, la gym puis les voyages. Mais aussi, l'été passé, j'ai été en Californie avec ma meilleure amie puis ma mère. Dans le fond, ma meilleure amie a déménagé en Nouvelle-Écosse. Fait que ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue. Fait que c'est vraiment le fun de faire un voyage ensemble. Puis on a vraiment passé de San Francisco à Los Angeles, puis on a descendu en voiture avec ma mère. OK. Est-ce que vous avez déjà une blessure? Oui, mais dans le fond, j'ai eu 2 blessures, puis mes 2 seules blessures, c'est à cause du même mouvement. Fait que je fais plus jamais ce mouvement-là. Désolé de vous interrompre, mais c'est malheureusement ce qui va conclure notre émission Tequila. Je vous remercie, Audrey-Anne, d'être venue nous expliquer votre expérience compétitive de gymnastique à Walt Disney. Pour le prochain invité, nous allons recevoir Danny Langevin, qui va nous parler d'une de ses passions pour la lutte. Nous allons donc en pause, mais restez là.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amir Mohamed qui va nous parler de son sujet favori qui est le sommeil. Bonjour Amir. Bonjour Vidlens. Alors, pourrais-tu nous dire aujourd'hui c'est quoi les désavantages de mauvais sommeil s'il vous plaît? Il y a beaucoup de désavantages pour avoir un bon sommeil. Par exemple, le monde qui aime manger avant de dormir, ça peut causer gagner plus de poids qu'à la normale. Puis, si le manque de sommeil peut causer le distraire. Puis, si vous êtes quelqu'un qui conduit, vous voulez éviter les accidents. Puis, pour les enfants qui regardent l'émission à la maison, ça peut aussi affecter votre croissance. Alors, dans ce cas-ci, c'est quoi les avantages d'un bon sommeil? Bien, il y a beaucoup d'avantages d'un bon sommeil. Par exemple, le monde qui dort bien sont généralement connus pour être plus contents que celle à la normale. Puis, si vous avez un bon horaire de sommeil, vous pouvez aussi perdre du poids. Alors, est-ce qu'il existe des astuces pour pouvoir nous aider à avoir un bon sommeil? Mais pour répéter, ne pas manger avant de dormir, d'éviter les stimulants comme la caféine ou le sucre, des choses comme du Crush, du Starbucks. Mais si vous avez un horaire de sommeil, ça peut aussi aider à votre corps pour bien dormir. C'est plus facile de dormir à la même temps chaque journée que dormir à 4 heures du matin, puis après ça à 8 heures. Et aussi, pourquoi est-il si important d'avoir un bon sommeil la nuit? Mais moi-même, je trouve que de bien dormir est aussi important que de bien manger. Je trouve parce que quand moi je fais mes tasks quotidiennes, puis quand j'ai le manque de sommeil, je trouve que faire les choses que je fais normales, c'est 3 fois plus dur que celle à la normale. Et aussi, pourquoi est-ce que penses-tu qu'il existe des produits qui peuvent nous aider à avoir un bon sommeil dans la nuit? Il y a beaucoup de produits qui peuvent vous aider à dormir. Récemment, à travers TikTok, beaucoup de monde utilise des choses comme la mélatonine. Les mélatonine gummies, ça aide beaucoup à dormir. Du lait de magnésium, c'est connu aussi pour aider le monde à dormir beaucoup. La musique aussi, ça aide aussi avec la musique, mais quelque chose que le monde ne connaît pas beaucoup, c'est des couvertures qui sont assez lourdes. Eux, ils donnent un sens de sécurité, puis ça aide le monde à bien dormir. Mais il y a aussi des bruits d'animaux que les personnes les plus âgées aiment pour utiliser pour les aider à dormir. Alors, est-ce que tu te rappelles le soir où est-ce que tu as eu le meilleur sommeil de toute ta vie? Mais quand j'étais jeune, environ en 2e année, je suis allé visiter ma famille en Irak. Puis c'était comme j'étais dans l'avion pour comme au moins 20 heures. Puis quand je suis arrivé chez mes cousines, je suis arrivé, puis je suis tombé à terre, puis j'ai dormi pour comme 24 heures. Tout seul, personne m'a parlé, j'étais tout seul, puis j'ai dormi pour 24 heures, je me suis réveillé la journée, puis... Ouais. Puis, ouais. Est-ce que tu penses que ta famille et toi, vous avez de bons sommeils? Mais je crois que récemment, je dors pas bien parce que j'aime dormir comme 4 heures du matin puis me réveiller à 8 pour mes cours. Mais récemment, avec les examens, je commence à dormir d'une bonne heure. Puis je trouve que je suis aussi plus content avec mon horaire de sommeil. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler. OK. Oh, mais merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est tout pour aujourd'hui. Alors voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé notre émission ce soir. Nous aurons dans notre prochain épisode, on aura Daniel Deschênes qui va nous parler de la cuisine. Soyez patients pour la prochaine partie. Passez une bonne journée. Au revoir.
et bienvenue dans l'émission Tequila. Nous allons maintenant accueillir Danny Langevin qui nous parlera d'une de ses passions. Il nous expliquera sa passion pour la lutte. Bonjour Danny. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la lutte? Oui, en fait, quand je parle de lutte, je parle pas de lutte gréco-romaine ou d'arts martiaux comme qu'on pourrait penser. La lutte, en fait, je parle plus de ce qui est un spectacle qui comprend un peu plus de gymnastique et côté cascadeur, disons, que les gens se lancent et sautent partout, mais c'est tout chorégraphié. Alors, comme je dis, c'est plus un spectacle qu'un vrai sport. Alors, c'est ça que je parle de lutte professionnelle. OK. Quand as-tu commencé à regarder la lutte? En fait, j'écoute ça depuis que je suis un petit enfant. J'ai toujours regardé ça toute ma vie. En fait, j'ai commencé à aller voir des spectacles tout jeune et éventuellement, j'ai fait des contacts dans le monde de la lutte. J'ai même été sécurité pour plusieurs événements, principalement en Ontario, au Québec. Éventuellement, j'ai même fait des contacts avec des lutteurs puis j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Parfait. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Oui, très bonne question. En fait, justement, j'ai rencontré des lutteurs qui sont très populaires présentement, qui luttent à la TV, puis ils m'ont donné la chance de s'entraîner avec eux. Alors, par la suite, j'ai même eu la chance de faire mon entraînement et mon début télévisé sur Z-Télé. On m'a suivi pendant quelques semaines, quelques mois. Alors, mon progrès dans le cheminement dans la lutte. Et en fait, j'ai fait mon premier combat contre une star de TV sur Z-Télé directement. Cool. Est-ce que vous luttez encore? Bonne question encore. Non, en fait, ça fait une année ou deux que j'ai pas lutté. Là, avec la pandémie, ça l'a vraiment pas aidé. Il n'y a personne qui peut s'entraîner. Alors, tout ça, c'est mort présentement. Mais oui, en fait, le dernier combat que j'ai eu, c'était en 2018. Disons que c'est vraiment physique, c'est vraiment dur sur le corps. Alors, pour moi, j'ai décidé de transitionner un peu plus côté backstage, côté derrière les scènes. Maintenant, je m'occupe pas mal côté caméra, côté production de l'événement en tant que tel. OK. Quel est le processus pour filmer un événement de lutte? Oui, pour filmer un événement, en fait, c'est dépendamment, ça dépend si c'est un combat local ou si c'est un télévisé. C'est sûr que c'est pas le même niveau d'organisation. Par exemple, la WWE, qui est le plus connu en ce moment, à la TV, utilise au-dessus de 12 caméras à la fois et c'est diffusé en direct à la TV. Tandis que moi, les shows plus locales, généralement, c'est entre 2 et 3 caméras. Une caméra qu'on appelle le hard cam qui est sur le stage et 2 caméras autour du ring qui filment l'action. Parfait. Avez-vous déjà fait d'autres sports? Oui, en fait, quand j'ai grandi, moi, j'ai grandi avec le karaté. En fait, comme je disais, depuis que je suis jeune, j'écoute la lutte. Alors, j'ai toujours voulu faire ce qui était sport de combat. Alors, j'ai fait de la karaté pendant plusieurs années. Ensuite, dans mon adolescence, j'ai fait des arts martiaux, que ce soit jiu-jitsu, kickboxing. J'ai passé un peu tous les sports. J'ai même fait du parcours et de la gymnastique en tant qu'adulte pour justement m'améliorer dans la lutte, pour pouvoir faire des culbutes, ce genre de choses-là. OK. Avez-vous déjà fait des compétitions ou de lutte? Je me suis déjà promené beaucoup. Disons que, comme je dis, c'est pas mal en Ontario, au Québec. Alors, j'ai traversé de Montréal à Toronto, allant à Cornwall. C'est pas mal dans ce coin-là que je me tiens. C'est pas vraiment des compétitions qu'on fait, mais les spectacles en tant que tels, oui, il y en a plusieurs. Disons qu'il y en a un chaque mois, généralement. Mais là, encore, comme je dis, avec la pandémie, ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas. OK. Fait que c'est ça. Disons que le premier que j'avais vu, c'est quand j'étais petit avec mon père. Ça, c'était vraiment au Centre Bell à Montréal. Ça, c'était un gros spectacle avec des gros noms que plusieurs connaissent, comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, Hulk Hogan. Alors, j'ai eu la chance de tout voir ce monde-là se pratiquer. C'est ça qui m'a donné le goût aussi, quand j'étais plus jeune, de vouloir continuer ça. Ah, OK, parfait. C'est malheureusement la fin pour aujourd'hui. Merci, Danny, de nous avoir parlé de votre passion pour la lutte. Pour la prochaine rencontre, nous allons accueillir Étienne Côté qui va nous parler de je sais plus trop quoi. Restez avec nous. On vous revient après la pause pour une prochaine émission de Tequila. Wow, ça c'était passionnant. C'était super bien. Nous sommes super. J'adore. Oui, évidemment.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Dechaine qui va nous parler à propos de l'art de la cuisine. Bonjour Daniel. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la cuisine? Au début, c'était juste un travail, j'avais 15 ans. Et puis, au lieu de travailler dans un magasin comme cashier, je préférais travailler comme prep cook avec les aliments, la nourriture. Alors ça, c'était toujours intéressant. Et puis, ouais, après, j'ai appris plus des techniques, et plus de méthodes et l'histoire de la cuisine. Et puis, ça m'a intéressé. Ouais. C'est quoi ou qui étais-tu ton inspiration pour commencer pour la cuisine? Au début, c'était tout le monde aime manger, alors tu découvres la nourriture et tu es comme waouh, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur, et puis ça n'arrête jamais. Et puis après aussi, tu regardes les émissions de télévision, il y a beaucoup de chefs fameux comme Gordon Ramsay qui a un caractère vraiment fort. Et puis c'est vraiment comme ça dans l'industrie, les gens se crient après, c'est intense. Mais il y a des gens qui aiment ce rush. Que penses-tu des écoles de cuisine ou moi, personnellement, j'ai pas appris ce chemin. J'ai décidé d'apprendre hands-on, comme avec des chefs de la ville d'Ottawa qui sont vraiment reconnus. Et puis, ça m'a construit le caractère. Et puis, j'ai appris beaucoup plus vite que les gens qui ont gradué d'Algonquin. Puis après, ils travaillent dans un hôtel. Okay. C'est quoi un bon conseil, penses-tu, pour un étudiant? C'est sérieusement d'essayer la cuisine avant de t'y lancer et investir, parce que c'est pas comme dans la télévision, c'est vraiment intense et c'est pas tout le monde qui peut handle ce stress. C'est vraiment difficile. Que penses-tu c'est le futur pour la cuisine? Moi, je vois beaucoup de take-out meal preps, comme des gens reçoivent de la nourriture déjà préparée dans la maison dans des grosses boîtes. Alors, c'est vraiment moléculaire et comme scientifiquement packed et comme, je sais pas, conservé d'une façon. Alors, les gens sortent moins, ils rentrent à la maison et ils juste font leur nourriture comme ça. Alors, il y a beaucoup de... Ça change, ça dépend. De temps en temps, les gens aiment sortir, mais aussi il y a des compagnies qui commencent à emballer ça pour toi. Et je pense que ça va être vraiment populaire. Est-ce que toi, tu aimes ça? J'ai jamais essayé. Like Blue Apron et puis... je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais essayé, mais ça marche. Et si tu travailles 50 heures par semaine, tu n'as pas le temps de grocery shop. Ça vient à ta porte déjà coupé, découpé avec les recettes. Alors, it makes sense. OK. Puis, toi, c'est quoi ton préféré manger à toi? Ma nourriture préférée? Et c'est quoi ton préféré manger? Et qu'est-ce que tu recommanderais? Moi, je trouve que la nourriture asiatique a presque tous les aliments, presque tous les saveurs que tu as besoin. Et puis, c'est vraiment populaire, comme tu vois, à travers le monde. Il y a toujours des sushis où tu vas, c'est toujours reconnu, le poisson frais. Les ingrédients, c'est toujours bien présenté. Alors, la cuisine asiatique, c'est vraiment top, numéro 3 au monde, top 3 au monde, sérieusement. Alors, je recommande d'explorer. Moi, j'aimerais ça aller en Asie explorer, comme Thaïlande, Vietnam. Surtout toute la côte là-bas, ça a l'air vraiment intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Man. Merci pour t'avoir partagé ton histoire et ton temps avec nous. La semaine prochaine, on va rencontrer Frédéric Ravel qui va nous parler. Je sais, c'est qui ça? Je ne sais pas, mais on va le rencontrer ici à Tequila.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel qui va nous parler de sa chaîne YouTube. Comment ça va, Emmanuel? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Alors, commençons. D'où est partie l'idée de vous créer une chaîne YouTube? Mais l'idée m'est partie en secondaire 1. J'étais super bon en dessin, puis j'ai dessiné à peu près toute ma jeunesse. Puis un de mes amis est venu me voir après que j'ai gagné plusieurs concours en secondaire 1 de dessin. Il est venu me voir puis il m'a dit « Hey, Emmanuel, tu devrais faire des vidéos de dessin sur Internet. » Puis je me suis dit hey, « Pourquoi pas? » Mais dans le temps, j'avais peur qu'on me reconnaisse, puis j'avais peur que les réseaux sociaux, dans le temps, 2011-2012, c'est pas les mêmes réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Le monde évolue. Puis d'un, j'étais pas assez mature, puis je savais pas trop ce que je voulais faire, mis à part le dessin. Je connaissais pas encore les jeux vidéo, mais c'est vraiment en secondaire 2 que je me suis lancé à fond dans les vidéos. Là. Bon, et c'est quoi ton contenu principal sur ta chaîne? Mon contenu a changé à travers l'âge. Je faisais au début, quand je faisais des vidéos, c'était plus des vidéos de gaming. Mais avec le temps, j'ai maturé, j'ai grandi. Puis il y a une nouveauté qui est apparue, c'est des vlogs. Donc, tu filmes ta journée, tu fais des shots avec les drones et tout et tout. Voilà, donc plus j'avance, plus que je me différencie, puis plus que je fais plus de contenu, et puis c'est de plus en plus différent. Donc, et comment fonctionne la mise en ligne d'une vidéo, par exemple la création? La création d'une vidéo, c'est, mettons, je prends mon exemple à moi. Je peux faire une vidéo, puis elle peut pouvoir arrêter dans mon ordinateur pendant une semaine et demie. Puis quand je décide de la monter, comment ça marche pour filmer une vidéo, ça me prend entre 4 à 6 heures. Des 4 à 6 heures d'enregistrement, j'en coupe 30 à 40 minutes dans mon montage vidéo. Puis ensuite, je vais une deuxième fois dans mon montage vidéo, puis je garde entre 3 à 11 minutes. Puis ensuite, il y a de la mise en ligne. Donc, dans le fond, c'est pour mettre la vidéo en ligne. Le rendu de la vidéo peut prendre de 4 à 12 heures, dépendamment de la taille maximale du fichier. Puis, c'est ça. Est-ce que vous gagnez certains revenus sur vos vidéos? Avant, oui, on gagnait un certain revenu. Dans le fond, pour les petits créateurs comme moi, à moins de 1000 abonnés, on pouvait monétiser la chaîne en signant des papiers. Donc, c'était seulement en ayant 10 000 vues au total sur ta chaîne YouTube. Mais à partir du 20 février 2018, les règles ont changé. YouTube perdait plus d'argent qu'il était capable de rémunérer parce qu'il y avait des chaînes inexistantes qui se faisaient payer puis que l'argent n'était jamais retiré, donc c'était de l'argent qui était perdu. Mais ouais, ça a changé. Les nouvelles politiques, c'est avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement dans ton pays. Mais sinon, il y a toujours les sponsors, donc des marques qui t'approchent pour faire un placement de produit, puis ils te donnent l'argent en échange ou du matériel. Un sponsor n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement de l'argent qui est en retour, mais c'est plutôt du matériel. As-tu déjà fait un sponsorship? J'ai déjà fait des sponsorships. Dans le fond, moi, comment ça fonctionnait, j'avais un code que quelqu'un pouvait utiliser, puis ça me donnait une certaine commission, mais c'était 10 cents par achat, donc c'était pas énorme. Mais au moins, en tant que petit créateur, je me sentais un peu spécial. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. C'est bon. C'est quoi ta plus grosse fierté lorsque tu fais des vidéos? Ma plus grosse fierté, honnêtement, avant, je regardais beaucoup les chiffres sur ma chaîne YouTube. Et je déprimais, puis je fais ça par passion. Donc, c'est avant tout quelque chose que je fais par pur plaisir. Puis, je m'en fous d'être, honnêtement, être rémunéré ou pas. Tant que je peux avoir du plaisir puis monter avec mes amis, c'est ça qui est le fun. Est-ce qu'il y a un créateur YouTube qui t'inspire? Honnêtement, c'est Prose. Prose, c'est un YouTuber québécois qui vient justement de Gatineau. Puis, il est resté pogné à 50 000 abonnés pendant au moins 3 ans, mais c'est juste depuis 2-3 mois qu'il a dépassé les 200 000. Désolé, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci, Emmanuel, d'avoir partagé ton histoire et ton temps avec nous. La semaine prochaine, on rencontre Frédéric Gravel qui va nous parler de Skyrim. Bonne semaine, tout le monde.
bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Gervais qui va nous parler du pourquoi est-ce qu'il a rejoint le programme. Ça va bien? Non, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, pourquoi est-ce que vous avez rejoint le programme principalement? J'ai choisi le programme production télévisuelle parce que moi, j'aime vraiment toutes choses de production vidéo. Donc, du editing, du filmage, toutes ces choses-là. Donc, moi, personnellement, je préfère plus le editing, mais je trouve que production télévisuelle, ça serait un bon cours généraliste pour apprendre toutes ces choses-là. C'est bien, c'est bien. Puis comment est-ce que les médias ont influencé ton choix en général? Ben, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup plus de télévision puis tout ça, mais vu que maintenant, on monte dans un era où est-ce que c'est plus Netflix, YouTube, du streaming en ligne puis tout ça, ben, je trouve que c'est... il y a une plus grande demande de contenu. Donc, je trouvais que ça serait une bonne chose à aller dedans. Puis, vu que tout va en streaming puis tout ça, ben, ça ne veut pas dire que le cours de télévision va être moins important. Parce que c'est toujours des choses qui sont importantes. Intéressant, intéressant. Puis quand as-tu commencé à faire tes premières vidéos? Moi, j'ai commencé en secondaire 4 parce que dans notre école, on avait un cours où est-ce que c'était des projets multimédia où on ferait du filmage, de la photographie, des choses comme ça. Donc, juste apprendre des médias puis comment faire des choses où est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. C'est bien, c'est bien. Puis, tu sais, parmi tous les créateurs de contenu sur Internet, qu'est-ce que tu as fait principalement pour te démarquer des autres? Je suis vraiment mauvais à tout ce que je fais. Non. Personnellement, moi, je suis pas une personne qui se met vraiment en avant de la caméra. Donc, je suis plus quelqu'un qui va rester en arrière. Donc, moi, je sais juste du montage extrême, des choses comme ça, parce que c'est pas mal tout ce que je fais. Il y a aussi quelques vidéos sur ma chaîne où est-ce que c'est des projets d'école que j'avais fait. Il y en a un qui est encore là, où est-ce que j'ai fait avec ma copine, où est-ce qu'elle a fait une animation, puis moi j'ai fait le editing, le montage, l'audio, des choses comme ça. Donc ça, c'est encore un projet qu'il y a. Je pense que c'est un de mes préférés. Bon, puis pour une de mes dernières questions, la question est un peu floue, mais c'est quoi qu'est-ce que ta chaîne YouTube? Ah non. Ma chaîne YouTube, c'est Laser Eyes. Drôlement, le nom qui a été choisi, c'était pas moi qui l'ai choisi, c'était parce que quand on choisit comme un nom sur PlayStation Network, il faut qu'on choisisse quelque chose. Puis mon frère il était comme « Ah tiens, je vais mettre ça comme nom. » Puis j'ai jamais changé, puis j'ai juste commencé à l'utiliser pour tout. C'est bien, c'est bien. Puis est-ce que ta copine, je sais pas si t'es en couple maintenant, mais est-ce que ta copine, elle t'encourage? Est-ce qu'elle a fait des vidéos avec toi? Elle m'encourage à faire ce que j'aime, là, principalement. Drôlement, elle est bien plus populaire que moi, là. Ouais. Mais je ne vais pas dire c'est quoi sa chaîne parce que, c'est son privé, là. Puis c'est bien plus fun de le trouver pour quelqu'un d'autre. Puis est-ce que parfois tu as des vidéos que tu n'es pas fier de toi ou que... Ouais, des fois, je suis juste paresseux puis je fais une vidéo en comme une journée puis je trouve ça un peu plate ou en regardant en arrière, c'est pas mal, mauvais. Comme tout le monde, je pense, va être mécontent d'une émission qu'ils ont mis ou quelque chose genre quand c'était comme un an ou juste quelques mois passés. C'est bien, c'est bien. Puis en terminant, est-ce que tu as 2-3 mots à dire pour un nouveau créateur de contenu qui pourrait émerger? Oui, tout le monde peut faire comme ça marque. Ça ne dérange pas vraiment où est-ce que tu commences. C'est bien. Eh bien, désolé, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Ne changez pas la chaîne. Après, nous nous retrouvons avec un autre invité et c'est ça. Bonne soirée. Ça serait que le dîner comme aujourd'hui, donc je ne sais pas c'est qui vient après. Le dîner pas là.
l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Côté qui nous parlera de sa carrière en sport. Bonjour Étienne. Bonjour. Étienne, c'est quand que tu as commencé, toi, ta carrière en sport? Moi, j'ai commencé quand même jeune. J'ai commencé en 2005 ou 2006, je pense. Le premier sport que j'ai fait, c'était du soccer. Dans le fond, j'habitais à Buckingham. Puis mes parents ils se sont dit, on veut pas qu'il reste toujours à l'intérieur en train de niaiser. Fait qu'on on va l'inscrire à un club de soccer. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an ou 2 peut-être. Fait que c'est ça qui a commencé ma carrière de sport. OK. Alors, tu as fait du soccer. Est-ce que tu as fait d'autres sports? J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du volleyball, j'ai fait du combat, puis du cheerleading. OK. Parmi ces sports-là, est-ce qu'il y en a un qui c'est ton préféré? J'irais avec la gymnastique parce que c'est ça que j'en ai fait le plus longtemps. J'en ai fait pendant 10 ans. Puis c'est ça qui m'a appris le plus. J'ai appris plein d'affaires à propos du le corps humain, dans le fond, les muscles, puis tout ce qui touche l'activité physique. On avait des nutritionnistes, des physiothérapeutes. Ils nous donnaient des conseils pour genre maintenir une bonne santé. Puis dans le fond, c'est ça qui m'a appris à gérer mon stress parce qu'il y a des choses qui étaient vraiment épeurantes à faire. C'était pas évident. Fait que ça crée un bon mental. Fait que c'est ça. OK. Dans ces sports-là, il y a souvent des risques de blessures. Est-ce que toi, tu as déjà eu des blessures? J'ai jamais eu de blessure majeure, mais il y a des fois là, où je me cognais les chevilles sur des barres en acier. Puis des fois, je tombais, puis notre cheville, elle foulait. Mais j'ai jamais eu genre de commotion en gymnastique. Par contre, je suis arrivé sur le coup là, en faisant une coupe de backflip, mais pour ça, c'était rien de majeur. Sur le coup en backflip, mais c'est rien de majeur. Ouais, exactement. OK. Y a-tu déjà quelque chose qui t'a donné le goût d'arrêter le sport? Est-ce que c'est assez grave pour arrêter ou? Non, en fond, il y a toujours des moments quand on fait du sport où tu as envie d'abandonner parce que c'est trop intense. Mais on nous a toujours poussé à jamais abandonner. Puis on se disait toujours que pour reach le top, il fallait pousser jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Fait que au bout de la ligne, on continuait jusqu'à ce qu'on soit au sommet. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aurais le goût d'essayer? J'aimerais ça essayer tous les sports possibles. Peut-être sauf la danse parce que je suis pas très talentueux. Mais j'aimerais ça là, essayer les affaires plus mettons, dangereuses, là, comme du vélo de montagne. Ça, j'en ai déjà fait, mais je veux dire, du parachute, tout ce qui touche là, vraiment l'adrénaline. Plus d'action, dans le fond. OK, tu parles de parachute. Tu n'as jamais fait de parachute ou bungee? J'ai jamais fait de parachute ni de bungee, mais j'ai l'intention d'en faire, là. Fait que les sports extrêmes, c'est vraiment là que tu te diriges? Ouais, c'est ça, exactement. OK. Sinon, à part de ça, c'était quel que tu aimerais vraiment pousser avec puis t'améliorer en ce moment? J'aimerais ça continuer dans le combat parce que je trouve ça juste vraiment le fun. Ça sonne bizarre, là, la violence, mais je veux dire, c'est un sport. Puis je pense que je pourrais me rendre quand même loin là. C'est bon. OK, c'est malheureusement tout le temps que nous avons. Alors, merci Étienne de nous avoir rejoints cette semaine. La semaine prochaine, nous allons recevoir Audrey-Anne qui va nous parler de sa carrière en gymnastique. Alors, merci. On se revoit la semaine prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. J'ai ici à mes côtés Mathieu Deroy, un étudiant à la Cité collégiale. Aujourd'hui, il va nous parler d'une blessure qu'il a reçue. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Dans le fond, explique-nous ta blessure puis comment ça s'est passé. Oui, bien, en fait, ça a tout commencé 2 ans passés, juste au-dessus de 2 ans passés. C'était ma première jeu de hockey avec mon équipe secondaire. Fait que c'était la première période, puis j'ai pris la rondelle de ma propre zone. Et puis j'ai commencé à patiner de l'autre côté, évidemment, à assez haute vitesse quand même. Et puis, quand je patinais, il y avait un adversaire qui est venu pour faire contact avec moi. Fait que je me suis tassé, puis bien, malheureusement, à la dernière seconde, son genou a complètement rentré dans ma cuisse, malheureusement. Et puis, bien, au début, ça faisait mal. Fait que j'ai arrêté de jouer la première et la deuxième période, mais en fin de compte, j'étais capable de revenir puis de finir la game. J'ai joué la troisième période. Mais la douleur est vraiment venue après la game, quelques heures après. Puis la raison pourquoi que ça a pris autant de temps que ça, c'est parce que ben, la blessure que j'ai eue, ça s'appelait compartment syndrome. Et puis, ben, techniquement, ce que c'est que le sang n'est pas capable de circuler à travers une partie du corps. Donc, évidemment, pour moi, c'était ma cuisse. Fait que le sang est en train de s'accumuler. Puis c'est pour ça que ça a pris longtemps, parce que ça s'accumulait. OK. Fait qu'à quel point tu as décidé de te rendre à l'hôpital? Ben, au début, je venais dormir puis de voir si la douleur allait partir le lendemain matin. Mais c'est pas ça qui est arrivé, évidemment. En fait, c'était mon père qui est descendu parce qu'il est venu me voir parce qu'il m'entendait que j'étais en douleur. Et puis, on voyait que ma jambe était enflée. Fait qu'on a décidé de la mesurer. Puis, ben, en fin de compte, elle était 4 pouces de plus grande que l'autre. Fait que c'était à ce point-là qu'on a dit qu'il faut y aller. Puis il était 3h30, fait qu'on est allé à l'hôpital. Puis c'est une bonne chance qu'on est allé parce que le docteur nous avait mentionné que si on aurait attendu, il y a des bonnes chances que mon muscle serait complètement mort puis qu'on aurait juste dû couper ma jambe au complet. OK. Puis c'était comment l'expérience là-bas, à l'hôpital? C'était quand même assez affreux. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital. La première chose, je suis arrivé là, ils m'ont demandé sur une échelle de 1 à 10, comment de douleur que tu sens. J'ai dit 10. Fait que ça m'a fait rentrer voir un docteur en comme 20 minutes. Puis il y avait quand même une file d'attente. Fait que j'étais pas mal chanceux d'être capable de rentrer assez vite. Fait qu'il a fait sa petite inspection. Puis il a dit qu'il y avait probablement rien. Mais il a dit on va quand même prendre un X-ray, rien que pour faire sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de super grave. Fait que 15 minutes plus tard, le X-ray rentre. Puis il vient me voir. Puis ben, c'était le pire cas possible. J'avais compartment syndrome. Et fait que ça a fait que je rentre en A1 surgery, qui veut dire qu'il fallait que je me fasse opérer genre immédiatement. Donc, la prochaine chose que je me souviens, c'est que je me réveille dans un lit d'hôpital avec un immense bandage. OK. Puis ta récupération après, c'était comment? Ouais, ma récupération, c'était très difficile. Au début, quand j'étais arrivé chez moi, j'étais pas capable de rien faire. J'étais dans mon lit, j'essayais de dormir, pas capable de dormir. Je dirais que l'affaire la plus difficile, c'était de faire le transfert, d'être à l'hôpital sur des drogues et évidemment d'être sous toutes les infirmières puis tout. 24 heures sur 7. Puis après ça, ben, d'être chez moi, sans drogue, sans rien, c'était très difficile. Mais en fin de compte, ça s'est fait, j'avais le support de tout le monde, puis ouais, c'est ça. OK. Ben parfait. Merci Mathieu de nous avoir partagé cette aventure, plutôt mes aventures, mais restez parmi nous pour accueillir Nadia Turinabo qui va nous parler du piano dans quelques instants. Merci. Bonne journée.
Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de notre émission Tequila Rencontre. Aujourd'hui, j'accueille Timothée qui va nous parler un peu de sa pièce de théâtre. Est-ce que ça va mal? Ça va extraordinairement bien, merci. Merci de m'accueillir sur le show aujourd'hui, ça fait très plaisir. Bien sûr. Je vais commencer avec la question 1. Donc, alors Timothée, vous venez de terminer votre tournée nationale de la pièce de théâtre à Sensation Terra Nostra. Les critiques sont unanimes, c'est la meilleure pièce de théâtre des dernières années. Est-ce que vous attendiez à ce genre de réception? Écoute, pas du tout. En fait, on savait quand on se pratiquait qu'on avait quelque chose de bon, mais s'attendre à une tournée nationale, c'est quelque chose presque irréaliste dans le domaine. Donc, non. Puis, il semble que tout le monde appréciait le show, autant les jeunes que les vieux. C'était vraiment unanime comme réception. Oui, donc c'est quand même bon à entendre. Donc, alors, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas familiers avec la pièce de théâtre Neratos Terra Nostra, pourriez-vous nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. En fait, Terra Nostra, c'est l'histoire d'une équipe de scientifiques qui décide de créer la Terre. Et là, quelqu'un vient avec l'idée de l'espèce humaine. Mais tout le monde trouve ça dégoûtant. On ne veut pas d'humains sur la Terre. Finalement, le projet est accepté. Ils s'en vont sur la Terre. Et c'est là qu'on voit ce que les humains sont capables. Donc, on explore vraiment toutes les facettes de l'humanité, autant les bonnes que les mauvaises, d'une manière très intéressante, puis en ajoutant des petites touches d'humour. Donc, pourriez-vous nous parler un peu plus des entre-scènes? Des entre-scènes, oui. En fait, entre chaque scène qui était écrite, on crée nous-mêmes une autre partie à l'histoire qui nous permettait de parler un peu plus sérieusement des enjeux. Donc, c'est quelque chose qu'on aimait bien faire et qu'on faisait tous ensemble. Donc, c'était très intéressant. Oui, donc tout ensemble? Oui, en fait, on se regroupait toute la troupe, donc tous les acteurs, et on écrivait chacun une partie ou l'entièreté. Et à la fin, on l'envoyait à notre prof, M. Soriol, puis avec ses assistants, Audrey-Anne Pimard, qui faisait quelque chose d'extraordinaire avec ça. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour une des meilleures scènes, qui est « La vie, ça se donne pas comme la grippe ». Oui. Donc, quelle a été la réaction du public à la première présentation? C'était pas génial. Donc, la plupart des gens étaient sur leur cellulaire, ce qui n'est pas toujours encourageant quand tu es sur scène. Et en fait, on a eu quelques personnes qui sont allées en ambulance, quelques acteurs. On a oublié des éléments très importants. Et donc, à un moment donné, il y avait des talons. Un gars devait marcher en talons pour parler du féminisme. Et on a oublié les talons. Donc, le gars a dû prétendre de marcher sur les talons. C'était bien drôle. Je pense que c'est la dernière question que je vais te demander. Donc, et pourtant, en voyant où vous êtes rendu aujourd'hui, on pourrait croire que vous n'avez pas eu de défi. Finalement, quel est le message que vous pensez transmettre avec cette pièce? Je pense que c'est qu'ensemble, on est capable de créer des choses extraordinaires, que même si l'humain n'est pas nécessairement la meilleure chose, on a quand même une capacité à ressentir des émotions, ce qui nous rend important à conserver. Et bien sûr, ça m'a appris que quand on est une gang d'artistes et qu'on veut créer, on est capable de faire des choses extraordinaires. Oui, je pense que juste une dernière question qui me reste à demander. Est-ce que tu as pogné ton hoodie? Mon hoodie, en fait, on l'a créé pour la troupe. Donc, on a tout choisi la couleur, on a choisi la manière, le petit Terra Nostra ici, et tout le nom des acteurs en arrière. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est le fun d'avoir quelque chose pour se rappeler, ce phénomène-là. Comme un chandail de finissant. Comme un chandail de finissant, exactement. Ouais. Donc, je pense que c'est tout que j'ai à te demander. Donc, malheureusement, c'est la fin de notre émission. Donc, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Faites ça de revenir à la prochaine épisode où est-ce qu'on va parler de je sais pas quoi. Donc, restez à l'écoute.